maintenant, on va parler des structures et des fonctions de l'appareil génital féminin. Donc, si on regarde la vue de côté comme on avait fait avec l'homme, on peut voir qu'il y a des différences anatomiques quand même assez considérables. Donc, ici, ça serait l'appareil reproducteur de la femme. Ici, tu as la vessie. Ici, c'est le gros intestin et le système digestif. Ça veut dire que la partie qui est vraiment celle responsable de la reproduction chez la femme, ça va être cette partie-ci que j'ai entourée en jaune, qui va comprendre le vagin, le col de l'utérus, les trompes de Fallope et les ovaires. C'est-à-dire que si on regarde la vue de face, on peut voir le vagin, le col de l'utérus, deux trompes de Fallope avec deux ovaires qui sont suspendus par des ligaments. Remarquez que chez la femme, à la différence de l'homme, l'urètre ne rentre pas en jeu dans le système reproducteur féminin. Ils sont deux conduits qui sont séparés. Tandis que chez l'homme, l'urètre était à la fois responsable de conduire le sperme à l'extérieur du corps et aussi de permettre l'urination. Par contre, chez la femme, c'est complètement différent, c'est deux conduits différents. Remarquez aussi que l'utérus, c'est une structure musculaire quand même relativement épaisse. Ce qui est important à savoir, c'est que c'est musculaire, ce qui va permettre les contractions lors de l'accouchement, mais ça va aussi permettre à cet organe de prendre de l'expansion lors du développement fœtal et lors de la grossesse. C'est dans cet organe-là où on va avoir implantation de l'embryon et développement du fœtus. On va commencer par parler des ovaires. Donc, voici une image qui représente un ovaire avec les différentes parties de l'ovaire qui sont importantes. L'ovaire, on en a deux. Ils sont placés dans la cavité abdominale et suspendus par des ligaments. Les ovaires ne sont pas attachés aux trompes de Fallope ou aux franges de Fallope. Il y a comme une ouverture ici, mais l'ovule va généralement être éjecté dans cette direction-là pour que ça puisse rentrer dans les trompes de Fallope où il va devoir avoir fécondation avec la rencontre d'un spermatozoïde pour permettre la reproduction. L'ovogenèse va se produire dans les ovaires et c'est le processus par lequel les ovules vont être formés. Chaque ovaire va généralement produire un ovule mature une fois par mois. C'est-à-dire que généralement, il va y avoir une alternance entre un ovaire ou un autre, mais c'est possible des fois qu'une femme va se retrouver à avoir plus qu'un ovule mature qui va être éjecté. Et si ces ovules-là sont fécondés, ça va donner naissance à des jumeaux qui sont fraternels, donc des jumeaux qui ne sont pas identiques. L'ovulation, c'est le processus par lequel le follicule mature va relâcher un ovule mature qui va se rendre dans les trompes de Fallope, donc va se rendre ici, où il va se déplacer jusqu'à l'utérus. Et c'est dans les trompes de Fallope que doit se faire la fécondation de cet ovule pour que cet ovule puisse s'implanter dans l'utérus pour permettre le développement du bébé. Les ovules à maturité vont pas être motiles. Donc, comment est-ce qu'ils vont se déplacer? Bien, à l'intérieur de tes trompes de Fallope, tu vas avoir des cils qui, vont permettre de déplacer et de balayer l'ovule pour l'acheminer vers l'utérus. Et donc, eux ne vont pas avoir la capacité de se déplacer tout seuls comme les spermatozoïdes ont avec leurs flagelles. Et c'est généralement des cellules qui sont très petites. L'ovaire va avoir différents follicules primordiaux, va en avoir des milliards de follicules primordiaux. Donc, la femme va généralement naître avec ces follicules primordiaux déjà développés. Et ces follicules primordiaux vont être activés un après l'autre pour pouvoir donner des ovules qui sont matures, qui peuvent être éjectés lors de l'ovulation à chaque mois. Et on va voir comment ce processus-là se produit et comment est-ce qu'il va être régulé. L'utérus, c'est là où va se retrouver le développement fœtal. Donc, c'est un organe qui est musculaire, qui est généralement la taille d'une poire et qui va augmenter pour pouvoir accommoder la taille du fœtus lors de la grossesse. L'endomètre, donc la partie musculaire de ton utérus, donc cette partie-ci, s'appelle le myomètre, donc M-Y-O-M-E, accent grave, T-R-E. Et c'est la partie musculaire, parce que myo veut dire muscle. Mais à l'intérieur ici, donc la partie qu'on ne voit pas beaucoup ici, cette partie-là, va être ce qu'on appelle l'endomètre et ça va être la muqueuse utérine dans laquelle va s'implanter l'embryon. L'ovule va poursuivre son chemin, donc généralement, ça va prendre à peu près 24 heures pour qu'après l'ovulation, l'ovule parte dans les trompes de Fallope et se déplace vers
vers l'intérieur de ton utérus. C'est dans ces 24 heures-là que l'ovule doit être fécondé par un spermatozoïde dans les trompes de Fallope. Sinon, l'ovule va arrêter d'accepter la fécondation et donc ne va pas permettre à un zygote de se faire. C'est-à-dire que c'est vraiment un moment clé où l'ovule peut être fécondé et ça, c'est dans les 24 heures après l'ovulation pendant qu'il se déplace dans les trompes de Fallope. S'il est fécondé à ce moment-là parce qu'il rencontre un spermatozoïde, cet ovule fécondé va s'appeler un zygote et va se déplacer dans les trompes de Fallope pour aller s'implanter dans l'endomètre qui, à ce moment-là, devrait être épais et vascularisé, donc contenir plusieurs vaisseaux sanguins, où il peut s'implanter et peut ensuite se connecter à la circulation sanguine de la femme, développer un placenta et permettre à ce zygote de devenir un fœtus et de se développer. Et tout au long de la grossesse pour qu'à la fin de la grossesse, après 9 mois, il y ait un bébé qui va naître. S'il n'y a pas fécondation pendant cette période critique, l'ovule non fécondé ne va pas s'implanter dans l'endomètre. L'endomètre va prendre un certain temps pour se désintégrer et c'est cette désintégration de l'endomètre qui va causer les menstruations. Parce que rappelez-vous que l'endomètre est un tissu vascularisé qui a plein de vaisseaux sanguins. Donc, si l'endomètre se défait, il va briser des vaisseaux sanguins qui va faire qu'il va avoir des saignements. Donc, un petit retour, tu vas avoir ici ton ovule, tu vas généralement avoir un ovaire avec un ovule mature qui va être éjecté. L'ovule mature va devoir être éjecté et va suivre son chemin par les franges de Fallope dans les trompes de Fallope, se rendre jusqu'à l'utérus. S'il y a fécondation ici, le zygote peut s'implanter dans l'endomètre, qui est la muqueuse qui va tapisser l'intérieur de l'utérus, et va pouvoir déclencher la grossesse et faire en sorte que les menstruations arrêtent et le cycle menstruel arrête pour pouvoir permettre au fœtus de se développer. Sinon, il va y avoir les menstruations qui vont se produire, qui vont causer des saignements parce que tu vas avoir la dégénérescence de cet endomètre qui va causer des saignements. Maintenant, comment est-ce que l'appareil génital féminin se développe? On a déjà vu ça en parlant de l'appareil génital masculin, que l'appareil génital féminin se développe par défaut. Les femmes ont 2 chromosomes X, donc n'ont pas le chromosome Y. S'ils n'ont pas le chromosome Y, ils n'ont pas le gène SRY, donc ils ne vont pas avoir le gène qui va permettre de produire les facteurs de transcription, le TDF, donc il n'y aura pas le déclenchement de la production de testostérone, donc il va y avoir pas de production d'hormones antimullériennes. Ça veut dire que les canaux de Muller vont pas se dégénérer, ils vont se développer en l'appareil reproducteur féminin. Les canaux de Wolff, eux, par contre, vont se dégénérer. Et donc, il va y avoir tes ovaires qui vont se développer. Donc, ça, c'est tes ovaires qui sont jaunes. Toute cette partie-là va se dégénérer parce que ça, c'est les canaux de Wolff et ça, fait partie de l'appareil génital masculin. L'appareil génital féminin, lui, dérive des canaux de Muller qui sont en rouge. Et donc, c'est pour une des raisons aussi pourquoi les ovaires sont suspendus dans la cavité abdominale parce qu'ils ne sont pas attachés à des canaux spécifiquement comme ils seraient si ce seraient des testicules chez les hommes. Et ces canaux-là vont se développer en trompe de Fallope. Ici, il va y avoir le développement de l'utérus naturellement, trompe de Fallope, et donc tu vas avoir l'appareil génital féminin qui va se faire à cause du fait qu'on n'a pas le gène SRY qui fait les facteurs de transcription TDF parce qu'on n'a pas de chromosome Y. Maintenant, à la naissance, la femme naît avec ou la fille naît avec un appareil génital qui va être complet, qui va contenir son utérus, il va avoir ses trompes de Fallope, il va avoir les ovaires, il va avoir le vagin, tout ça. Et les ovaires vont avoir, comme j'ai dit, déjà tous les follicules primordiaux que la fille aura besoin toute sa vie. Donc, c'est différent de chez les hommes. Chez les hommes, naturellement, il va avoir l'appareil génital masculin, il va avoir les testicules, mais la spermatogénèse, donc la production des spermatozoïdes, ne va pas commencer avant le déclenchement de la puberté. Par contre, chez la femme, elle va naître avec tous les follicules primordiaux qu'elle a besoin pour faire les follicules matures à l'âge adulte, donc après la puberté. Pour pouvoir développer les caractères sexuels secondaires à la puberté, il va quand même avoir le déclenchement des mêmes hormones que chez les hommes. Ça veut dire que les femmes vont aussi avoir le GnRH qui va être produit par l'hypothalamus, qui, elle, va stimuler la production de FSH et de LH, qui, elles, vont avoir des rôles peut-être légèrement différents.
sur l'appareil reproducteur féminin et ça va permettre de déclencher l'apparition des caractères sexuels secondaires, mais ça va aussi lancer le cycle de reproduction, donc ça va permettre de faire le cycle ovarien qui, lui, va permettre de faire des ovules et ça va aussi permettre de réguler le cycle menstruel qui est relié au cycle utérin. Parce que ces hormones-là, le LH et le FSH, vont réguler la production d'estrogène et de testostérone, de progestérone, et dépendant de la quantité d'estrogène ou la quantité de progestérone, différentes choses vont se produire. L'estrogène, ça va être l'hormone sexuelle qui va être produite par les ovaires et principalement par les ovules en développement, qui, elles, vont contribuer au maintien des organes sexuels et vont permettre aussi d'avoir les caractères sexuels secondaires comme, par exemple, les seins, le changement au niveau de la taille des hanches et d'autres caractères qui peuvent être associés à la femme lors de la puberté. Mais elle va aussi avoir la production de progestérone, mais ça ne va pas être les ovaires elles-mêmes, ça va être ce qu'on appelle le corps jaune, qui va être une série de cellules qui vont relâcher des hormones, mais qui vont juste apparaître à un certain moment et qui vont disparaître après un autre moment. Et cette progestérone, son rôle principal, ça va être de permettre aux zygotes, donc l'ovule fécondé, de s'implanter dans l'endomètre. C'est-à-dire qu'elle va être responsable de l'épaississement de l'endomètre, mais elle va être aussi responsable de la favorisation des conditions pour pouvoir permettre l'implantation et pour pouvoir permettre la grossesse et pour empêcher aussi le recommencement d'un cycle menstruel dans le cas où il y a une grossesse qui se déclenche. Maintenant, pour parler du cycle menstruel, de façon générale, le cycle menstruel dure 28 jours. Maintenant, ça, c'est une généralisation. Chez certaines personnes, ça peut durer 20 jours, chez d'autres personnes 25, chez d'autres personnes 30, chez d'autres personnes, ça peut arriver une fois tous les 3 mois. C'est-à-dire que le 28 jours n'est pas à 100% comme tout le monde doit être doit avoir un cycle menstruel de 28 jours. C'est celui-là qui est le plus commun, mais on peut avoir certaines variations dépendant des femmes, dépendant de conditions internes, homéostatiques, etc., qui peuvent faire que ça peut varier quand même autour de ce 28 jours-là. Durant ces 28 jours, il va y avoir la stimulation du développement de la muqueuse utérine, donc du développement et de l'épaississement de l'endomètre. Pourquoi? Bien parce que tu veux que l'endomètre soit épais, très vascularisé et soit prêt à accepter l'embryon qui va s'implanter. Et ça va aussi permettre de faire maturer, donc ça va donner le processus de maturation d'un follicule primordial pour donner un follicule mature qui va être prêt à être éjecté lors de l'ovulation et à être fécondé à ce moment-là aussi. Si l'ovule n'est pas fécondé, le cycle de 28 jours va recommencer. Le cycle menstruel peut être divisé en deux parties, le cycle ovarien et le cycle utérin, mais ces deux cycles vont être régulés par l'estrogène et la progestérone. Maintenant, comment est-ce que ce cycle-là va se dérouler de façon générale? Donc, généralement, lors du cycle menstruel, on va considérer que le jour 1 du cycle, ça va être la première journée des règles ou des menstruations. Les règles peuvent durer entre 3 et 7 jours, peut-être plus, mais disons que ça va durer à peu près 5 jours. Donc, pendant ce temps-là, tu vas avoir la dégénérescence de ton endomètre. L'endomètre qui était très épais et très vascularisé, parce qu'il n'y a pas eu l'implantation d'un zygote, et donc il n'y a pas de grossesse qui est déclenchée, va se dégénérer, va se défaire pour ensuite éventuellement se refaire pour que ça soit un endomètre qui est frais à chaque fois. Donc ici, il va y avoir la dégénérescence, c'est-à-dire que ici, l'endomètre va devenir de moins en moins épais. Ensuite, après le jour 5, il va y avoir une période où l'endomètre va augmenter en épaisseur, mais pendant ce temps-là, entre le jour 1 et le jour 14, tu vas avoir un follicule immature, donc un follicule primordial ou plusieurs follicules primordiaux qui vont passer après un processus de maturation pour devenir un follicule mature. On appelle ça la phase folliculaire, c'est-à-dire que pendant ce temps-là, tu vas avoir le développement d'un follicule mature. Au 14e jour de ton cycle, donc à peu près au milieu du cycle, il va y avoir des facteurs internes qui vont faire qu'il va y avoir le déclenchement de l'ovulation où un ou peut-être 2 ovules matures peuvent être éjectés de ton ovaire pour se rendre dans les trompes de Fallope. S'il n'y a pas fécondation dans les trompes de Fallope,
Il va y avoir ensuite une phase qu'on appelle la phase lutéale. Cette phase-là va se produire aussi s'il y a fécondation. Donc ici, à ce moment-là, on n'est pas certain de la fécondation. Donc, le corps se prépare quand même pour qu'il y ait une implantation d'un embryon. Donc, pendant ce temps-là, on appelle ça la phase lutéale, où là, tu vas avoir quelques changements qui vont se faire au niveau des ovaires et au niveau de l'endomètre, qui vont faire en sorte que ça va essayer de rendre vraiment très propice l'implantation d'un embryon fécondé, donc un ovule fécondé dans l'endomètre, et aussi faire en sorte que si jamais il y a fécondation, que le cycle ne recommence pas. Mais si, à ce moment-ci, donc un petit peu vers la fin du cycle, si il n'y a pas l'implantation d'un embryon parce qu'il n'y a pas eu fécondation, il va y avoir aussi des changements qui vont s'opérer, qui vont faire qu'au jour 28, donc la fin de ton cycle, ça va déclencher des nouvelles règles le lendemain pour pouvoir recommencer le cycle. Maintenant, si on regarde le cycle ovarien, les ovaires vont contenir des follicules. Et donc, tu nais avec des milliers de follicules à la naissance, si tu es une femme, naturellement. Et ces milliers de follicules sont des follicules qui sont immatures, qui sont primordiaux et qui ne sont pas prêts à être fécondés. Pour qu'il y ait fécondation, il faut naturellement que plusieurs de ces follicules primordiaux à chaque cycle menstruel passent à travers un processus de maturation pour devenir un follicule mature. Donc, lors du cycle ovarien, tu vas avoir un follicule, mais en fait, en réalité, il y a plusieurs follicules primordiaux qui vont être activés à ce moment-là, mais généralement, tu vas avoir seulement un des follicules qui va être capable de devenir mature à la fin. Donc, il y en a plusieurs qui commencent à devenir matures, et au fur et à mesure, il y a certains de ces follicules-là qui vont prendre du retard, et seulement un, à la fin, va peut-être arriver à être un follicule mature qui peut être libéré lors de l'ovulation. Après l'ovulation, il va y avoir le follicule qui contenait l'ovule, après maturation, va se dégénérer et être transformé en ce qu'on appelle le corps jaune, qui, elle, va être une structure glandulaire, qui, elle, va aussi relâcher des hormones, mais qui, au fur et à mesure de la fin de ton cycle, va se dégénérer de plus en plus pour disparaître au 28e jour de ton cycle. C'est-à-dire qu'on peut diviser le cycle ovarien en deux parties, la phase folliculaire et la phase lutéale. Pour la phase folliculaire, c'est celle qui va permettre la maturation d'un follicule mature. Ça veut dire qu'à ce moment-là, si on revient à un schéma que je vous avais montré quand j'avais parlé de la spermatogenèse, si on regarde la production de ovocytes, c'est-à-dire que ça serait tes follicules primordiaux, ça va se faire avant la naissance, pendant le développement fœtal, où tu vas avoir une série de multiplication et de division qui, elles, vont former des gamètes qui vont contenir la moitié de l'information génétique. À la naissance, entre la naissance et la puberté, ces follicules primordiaux ne sont pas activés, donc ne vont pas devenir matures. Ils vont juste rester inactifs, ça va être une phase de repos. Mais à la puberté et au début du premier cycle menstruel, au début du cycle menstruel, tu vas avoir à chaque cycle menstruel, tu vas avoir des follicules primordiaux qui, eux, vont se dupliquer et vont se diviser en deux pour donner un ovocyte et un globule polaire qui, lui, ne va pas aller nulle part, il ne va pas rien faire. Et éventuellement, tu vas obtenir un ovule qui va être mature, qui peut être éjecté. Et donc, celui-ci, ce cycle-là, recommence à chaque cycle menstruel pour éventuellement avoir, à chaque cycle menstruel, un ovule mature qui est éjecté lors de l'ovulation. C'est-à-dire que lors de la phase folliculaire, c'est là où les ovaires qui contiennent les follicules immatures vont prendre certains follicules immatures qui, eux, vont se changer de taille, proliférer et vont être capables de se transformer pour devenir un follicule mature. Ces follicules matures, ou durant cette phase-là, les follicules primordiaux qui se transforment vont ensuite relâcher des hormones qui vont être de l'estrogène. C'est-à-dire que ces follicules, lors de la maturation, vont produire de l'estrogène. Plus que les follicules deviennent matures, plus qu'ils deviennent gros, plus qu'ils produisent de l'estrogène. Et ils vont aussi produire un petit peu de progestérone et de l'inhibine naturellement. Donc, rappelez-vous que l'inhibine, on a vu ça, c'était une hormone qui était aussi produite chez les hommes lors de la spermatogenèse et qui régule la production de FSH. Donc, ça régule le FSH aussi chez la femme.
Ça veut dire qu'au début, tu vas avoir à peu près 10 à 25 follicules qui vont être immatures, qui vont se développer, mais à la fin, tu devrais seulement avoir juste un gros follicule qui va être mature, qu'on appelle le follicule de Graaff, qui va contenir l'ovule qui va être éjecté lors de l'ovulation. C'est-à-dire que tu as plusieurs follicules immatures qui se développent. Si tu regardes ici, tu vois que le follicule devient plus gros, il va avoir de plus en plus de cellules, et c'est ça qui fait que toutes ces cellules-là vont produire plus d'estrogène. Et éventuellement, au 14e jour, tu vas avoir un follicule qui est mûr, qu'on appelle le follicule de Graaff, qui, suite à un signal, peut relâcher une ovule. Donc, si on regarde ces radiographies, on peut voir que tu as, ou des ultrasons, tu peux voir le développement de follicules immatures en follicules matures durant la phase folliculaire. Donc, ici, tu vas avoir plusieurs follicules primordiaux qui sont activés. Et quelques jours plus tard, tu peux voir qu'il y a un follicule primordial qui devient plus gros que les autres. C'est-à-dire que c'est lui qui va probablement être celui-là qui va être éjecté lors de l'ovulation parce qu'il a pris de l'avance par rapport aux autres follicules primordiaux qui ont commencé à être activés pendant ce cycle-là. Et donc, si on regarde ici, on peut voir que la personne qui fait cet ultrason est en train de mesurer la taille de ces follicules pour essayer de prédire lesquels ou lequel va permettre d'avoir un follicule de Graaff à la fin. Et éventuellement, après ovulation, on peut voir que au jour de l'ovulation, tu peux voir que tu as un follicule mature qui est prêt à être éjecté et tu vois aussi beaucoup de sang. Donc ça, c'est de la vascularisation qui est aussi indiquée parce qu'il va y avoir un apport considérable de sang qui va se rendre à ce follicule-là et qui va donner le signal au follicule de relâcher l'ovule à ce moment-là, au jour de l'ovulation. Maintenant, comment est-ce que les hormones sont régulées pendant la phase folliculaire? Bien, premièrement, ça commence avec un taux, une augmentation de la libération de FSH par l'hypophyse. Donc, on se rappelle que le GnRH, lui, va stimuler la production de FSH et de LH par l'hypophyse antérieure. Et donc, tu vas avoir une hausse de FSH qui va se faire par l'hypophyse antérieure. Le FSH va circuler dans la circulation sanguine pour se rendre jusqu'aux ovaires, où ça va provoquer la maturation du follicule. Donc, il va y avoir une augmentation progressive de FSH qui va faire que plusieurs follicules vont commencer à augmenter de taille. Ça va faire que ces follicules-là vont augmenter la quantité d'estrogène produite. Donc, ils vont produire de l'estrogène pendant qu'ils se maturent et donc vont relâcher cet estrogène dans le sang. Cet estrogène va donc augmenter la quantité d'estrogène dans le sang et ça va faire une rétroaction, une inhibition de la production de FSH et de LH et de GnRH, parce que ça va inhiber le GnRH un petit peu. Mais de façon particulière, donc si on regarde ici, la courbe, on voit que tu as une augmentation de FSH. L'augmentation de FSH fait que tu as une augmentation d'estrogène, parce que le follicule se développe et le follicule qui se développe relâche de l'estrogène, donc de plus en plus d'estrogène, donc tu as une augmentation de la quantité d'estrogène. Avant un certain niveau d'estrogène, donc ici, à peu près, tu vas avoir de la rétroaction négative. Puis tu peux voir cette rétroaction négative sur la production de FSH par le fait que tu vois une baisse, une petite baisse de FSH. Mais rendu à un certain point, donc rendu à ce point-ci, donc ici, il va y avoir un changement qui va se faire. Donc ici, tu as de la rétroaction négative, mais dépasser cette ligne-là, tu vas avoir une rétroaction positive là, sur le GnRH. Donc, au départ, c'était du négatif, ce qui fait baisser le FSH, mais ensuite, tu as tout d'un coup, parce que tu as dépassé une limite maximum d'estrogène, tu vas avoir une rétroaction positive sur le GnRH. La rétroaction positive qui va se faire sur le GnRH va déclencher ce qu'on appelle la production de LH, c'est-à-dire que tu as une rétroaction positive qui va se faire. Ça va stimuler l'hypothalamus pour qu'il produise du GnRH, donc tu as une augmentation de GnRH. L'augmentation de GnRH va faire qu'il va y avoir une augmentation de LH, et c'est cette augmentation de LH qui cause l'ovulation. Donc, c'est ça qui va faire que le follicule de Graaff va vouloir relâcher l'ovule. C'est à cause de ce pic de LH causé par cette augmentation soudaine de GnRH, parce que tu as une rétroaction positive qui s'est faite,
parce que tu as dépassé une certaine concentration d'estrogène et tu es passé d'une rétroaction négative à une rétroaction positive. J'aimerais vous rappeler aussi que lorsque le follicule est en croissance, il va produire de l'inhibine. L'inhibine, elle inhibe le FSH. C'est-à-dire que si vous regardez ici, la rétroaction positive ne fait que stimuler le GnRH. Il ne stimule pas la libération de FSH. Parce que ce qui fait la rétroaction négative de FSH ici, c'est ton inhibine qui est aussi produite lors de la maturation du follicule. Et elle inhibe le FSH. Donc, le FSH ne va pas augmenter, seulement le LH. Et là, on peut voir ça dans la courbe. On peut voir que le LH augmente à cause de cette augmentation de GnRH par la rétroaction positive, mais tu n'as pas une augmentation considérable de FSH. Tu as une petite augmentation ici, mais pas beaucoup parce que tu as quand même l'inhibine qui va inhiber le FSH à ce moment-là. Donc, ça, c'est jusqu'à l'ovulation. Donc, au jour 14, tu as ton ovulation à cause de ce pic de LH. Et qu'est-ce qui arrive? Bien, tu as ton ovule qui est éjecté de ton follicule, qui est mature. Donc, celui-là qui a été capable d'atteindre la maturité. Ce qui nous mène ensuite à la phase lutéale. Donc, à la phase lutéale, c'est qu'est-ce qui arrive après l'ovulation. Après l'ovulation, ton follicule, qui ne contient plus d'ovule et qui a donc relâché l'ovule, va se transformer en ce qu'on appelle le corps jaune. Ce corps jaune va produire de la progestérone et de l'estrogène. Et plus que le corps jaune se développe, plus de progestérone est-ce qu'il va relâcher. Éventuellement, le corps jaune va dégénérer, donc il va disparaître progressivement, ce qui va faire baisser la quantité de progestérone. La progestérone, donc la haute concentration de progestérone, va inhiber le LH et le FSH par rétroaction négative. Mais quand le corps jaune dégénère, donc du 14e puis on se rapproche du 28e jour, il va avoir une baisse d'estrogène et de progestérone qui va diminuer l'inhibition sur le LH et le FSH et qui va faire en sorte que tu vas te retrouver avec maintenant des taux plus élevés de LH et de FSH qui peuvent recommencer un nouveau cycle menstruel. Et donc un nouveau cycle ovarien. Donc si on regarde ce qui arrive ici, tu as l'ovulation qui s'est produite au jour 14, la phase lutéale commence, donc s'il fallait qu'on divise, ça serait le cycle, la phase folliculaire, ça serait la phase lutéale. Tu as le corps jaune qui se développe, qui relâche des grandes quantités de progestérone et d'estrogène, mais principalement de progestérone, ce qui fait de la rétroaction négative sur l'hypophyse et donc sur le LH et le FSH. Donc, tu as une diminution de LH et de FSH et de GnRH. Ceci va faire en sorte que tu vas avoir donc une phase dans laquelle, si jamais il y a implantation d'un embryon, bien, un nouveau cycle ne sera pas déclenché. Ça va aussi faire en sorte que tu vas avoir l'épaississement de l'endomètre parce que la progestérone va être responsable de l'épaississement de l'endomètre. Et il va ensuite, ce corps jaune, comme on peut voir, il dégénère progressivement. Et la dégénérescence va baisser la quantité de progestérone, donc diminuer la rétroaction négative. C'est-à-dire que si on regarde à quoi ça a l'air au niveau hormonal, ça, j'aimerais vous rappeler que c'est ton LH, ça, c'est le FSH. Ici, tu as ton estrogène. Et l'autre, la progestérone, on peut voir que la progestérone va être produite par le corps jaune. Donc, c'est là où on voit une augmentation de la production de progestérone causée par la production de progestérone par le corps jaune. Et éventuellement, il arrive à un certain point où la quantité de progestérone va baisser parce que le corps jaune va dégénérer. Et ceci va avoir un lien avec la production de FSH et de LH. Parce que quand il va y avoir beaucoup de progestérone, ça va inhiber le LH et le FSH. Donc, si on voit une inhibition de FSH et une inhibition de LH causée par cette augmentation de progestérone. Mais, éventuellement, la quantité de progestérone va baisser parce que le corps jaune dégénère, ce qui va enlever l'inhibition négative sur le FSH et le LH, et tu vas voir une petite augmentation de FSH et de LH. Mais tu vas quand même avoir une certaine quantité d'estrogène qui va quand même baisser un petit peu, mais pas beaucoup. Donc là, maintenant, si on regarde le cycle en entier avec le LH et le FSH, l'estrogène et la progestérone.
Donc, tu as l'ovule mature qui va à travers la phase folliculaire. Il produit beaucoup d'estrogène et peu de progestérone. Ceci va faire qu'au début, il va y avoir de la rétroaction négative, mais éventuellement de la rétroaction positive qui va faire un pic de LH. Pic de LH va causer l'ovulation. Ça va faire en sorte qu'un corps jaune va apparaître, ce qui va créer de la progestérone et de l'estrogène, un petit peu d'estrogène, pas beaucoup. Ce qui va faire en sorte que tu vas avoir une inhibition de LH et de FSH. La progestérone va diminuer parce que le corps jaune dégénère. L'estrogène va augmenter un petit peu parce que tu as des nouveaux follicules qui vont peut-être être activés. Et tu vas avoir une augmentation, une petite augmentation de LH et de FSH. S'il y a implantation d'un embryon à ce moment-ci, la quantité de progestérone va rester élevée. En restant élevée, ça va inhiber le FSH, ce qui va faire en sorte que tu ne recommenceras pas un nouveau cycle menstruel. Maintenant, si on parle du cycle utérin. Le cycle utérin, c'est se concentre principalement sur ce qui se passe dans l'utérus pendant ce cycle menstruel. Le cycle utérin est en synchronisation avec le cycle ovarien parce que tu veux que l'utérus soit prêt pour l'implantation de l'embryon après la fécondation. Donc, le cycle utérin, c'est relativement simple. C'est le fait que ton utérus, qui a son endomètre, a un endomètre qui varie en taille et en vascularisation pendant le cycle. Donc, au début du cycle, au début des règles, tu as tes menstruations qui fait que ton endomètre se défait, se dégénère, ce qui cause le sang. À ce moment-là, c'est là où tu vas avoir le cycle ovarien qui va se faire, où tu vas avoir la phase folliculaire, le développement du follicule, qui va faire qu'il va avoir plus d'estrogène et un peu de progestérone. Ça va faire que tu vas avoir le début de l'épaississement de l'endomètre qui va se faire. Après l'ovulation, la hausse de progestérone va vraiment faire que l'endomètre devienne très épais et très vascularisé pour permettre à l'implantation d'un embryon potentiel qui aurait été fécondé autour du jour 14-15. Et éventuellement, s'il n'a pas de fécondation, les taux de progestérone baissent. En baissant, ça va causer la dégénérescence de ton endomètre, ce qui va déclencher des nouvelles menstruations d'un prochain cycle qui va recommencer. Et l'objectif là-dedans, pour le cycle utérin, c'est d'essayer de s'organiser pour que, après l'ovulation, s'il y a fécondation, l'utérus soit prêt à l'implantation de l'embryon à ce moment-là. S'il y a l'implantation de l'embryon, chez les êtres humains, il va avoir une gestation qui va durer à peu près 273 jours en moyenne, donc 9 mois. Et généralement, ça va être une gestation qui va être mono-embryonnaire parce que généralement, il va seulement avoir un ovule qui va être mature, qui devrait être éjecté à la fois, mais des fois, il peut en avoir plus qu'un. Maintenant, je ne parlerai pas de la gestation en détail, ceci est la seule diapositive par rapport à ça. À la différence de chez l'homme, la femme va avoir un arrêt de son cycle reproducteur qu'on appelle la ménopause, qui va se passer autour de l'âge de 50 ans. Cet arrêt-là peut se faire à des différents moments, dépendant des situations, mais ça peut avoir quand même des conséquences relativement inconfortable pour les femmes qui vont à travers cette période. Ça va se passer parce qu'il va y avoir la fin du cycle menstruel et donc il va y avoir une baisse des hormones d'estrogène, en particulier de progestérone, mais principalement d'estrogène. Et donc, ça va faire en sorte que tu vas avoir différentes perturbations physiologiques qui peuvent se passer à cause du fait que l'homéostasie est perturbée. La femme va avoir un corps qui va être habitué à ces variations hormonales d'estrogène et de progestérone. Et tout d'un coup, tu as des variations d'estrogène et de progestérone qui ne sont plus comme elles étaient. Et donc, il va y avoir une période d'adaptation qui va prendre un certain temps et qui peut causer des contractions des vaisseaux sanguins et la dilatation des vaisseaux sanguins qui peut mener à des bouffées de chaleur. Il va y avoir des troubles d'humeur parce que ces hormones-là sont responsables aussi de l'humeur. Il va y avoir une augmentation du cholestérol. Ça va être aussi associé à une perte de masse osseuse qu'on appelle l'ostéoporose, qui peut mener à ce qu'on appelle l'ostéoporose. Et ça peut aussi augmenter les risques de cancer du sein et de l'utérus et augmenter les risques de maladies cardiovasculaires. Maintenant, le risque de cancer du sein et de l'utérus, c'est plus par le fait que la femme, pendant une très longue période de temps, a produit des hormones stéroïdes qui, eux, ont tendance à affecter l'expression de certains gènes et qui, eux, peuvent mener
au cancer du sein de l'utérus. Donc, ce n'est pas vraiment l'arrêt de ces hormones-là, c'est le fait qu'il y a eu tellement d'hormones qui ont été utilisées qui, elles, augmentent les risques de ces différents cancers-là qui sont reliés à certains gènes quand ils sont activés par l'estrogène et la progestérone. Pour essayer d'éviter certains de ces effets négatifs de la perturbation de l'homéostasie par la ménopause, certaines femmes vont prendre ce qu'on appelle des traitements hormonaux substitutifs où leurs médecins vont leur prescrire des médicaments qui vont contenir une certaine quantité d'estrogène et de progestérone pour essayer de limiter le choc que ça a d'avoir une baisse excessivement grande de progestérone et d'estrogène sur le système. Certaines femmes décident de ne pas prendre ce traitement-là parce qu'il y a quand même une augmentation des risques de cancer parce que ce sont des hormones stéroïdes qui affectent l'expression de certains gènes. Mais il y en a qui préfèrent continuer à prendre peut-être en plus petite dose certains de ces hormones-là pour diminuer ces effets négatifs qui peuvent être très désagréables. Je vais terminer par parler des perturbateurs endocriniens parce que c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération beaucoup ces jours-ci. Dans notre environnement, à cause de produits chimiques que les humains ont créés et qu'ils déversent dans notre environnement, on se fait exposer à beaucoup de molécules qui sont dangereuses pour nous parce qu'ils vont agir comme des hormones. Ça va être des substances qui ne sont pas des hormones et qui vont agir comme des substances hormonoïdes et qui vont activer certaines choses ou certains récepteurs sur l'ADN qui sont des récepteurs sur l'ADN qui sont spécifiques à certaines hormones. C'est-à-dire qu'ils vont imiter des hormones. Le problème que ça peut engendrer, c'est que ça peut créer plein de problèmes au niveau de la croissance, du développement. Ça peut avoir des effets sur la puberté. Ça a des effets sur le fait qu'on remarque une diminution de la fertilité dans la population en ce moment. La fertilité masculine, on voit une augmentation de certaines choses comme l'hyperactivité. Et il y a beaucoup d'études qui semblent démontrer que tous ces différents problèmes-là que l'on observe en ce moment, comme l'hyperactivité, l'obésité et les problèmes d'infertilité, sont associés à des perturbateurs endocriniens auxquels on est exposé presque constamment à cause du fait qu'on les a associés dans les choses qui nous entourent, comme les plastiques dans lesquels on met des aliments, dans les boissons, les bouteilles en plastique que l'on utilise, le plastique que l'on a dans les voitures, par exemple, certains produits chimiques que l'on retrouve dans les démaquillants, les produits, les shampoings, etc. Donc, c'est toutes des choses auxquelles on s'expose constamment et ça semble avoir plus de conséquences que l'on pensait à l'époque quand on a commencé à les utiliser dans ces différents produits. Il y a un bon documentaire que je vais mettre un lien que je vous suggère de peut-être écouter, qui pourrait être intéressant parce que c'est très informatif. Mais ces perturbateurs endocriniens, il y a plusieurs sources, comme les peintures, les pesticides, des plastiques et des savons, des parfums, des shampoings, qui, eux, vont avoir des gros impacts sur les fonctions reproductrices, mais aussi sur l'homéostasie globale et qui peut avoir des conséquences à long terme pour tous les êtres humains, incluant vous et moi. Donc, je vais terminer ce chapitre-ci maintenant et je vais parler du chapitre excréteur la semaine prochaine.